discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afro-Écologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre conversation sur le véganisme, j'ai le plaisir d'accueillir Wendy qui va nous expliquer son point de vue sur le véganisme et la cause antispéciste. Bonjour Wendy. Bonjour. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. Et alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter pour les auditeuristes, leur expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. D'accord. Alors, je m'appelle Wendy, j'ai 23 ans. Je suis une femme caribéenne de la Guadeloupe et de la Martinique, d'origine indienne. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis sur la voie de l'entrepreneuriat par rapport au mucilage cuit que je fais moi-même. Et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Femme-Lamou, où je parle de sujets comme l'identité afro-indienne, la consommation consciente dans le prisme noir, de rituels ancestraux africains, afro-caribéens. Et je parle surtout de ma définition de la beauté, enfin d'une beauté qui est sans artifice, qui prône le fait d'être soi, pas se dénaturer. Oui, c'est tout à fait ça, et je mettrai toutes ces informations-là en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir le travail de Wendy. Et alors, depuis combien de temps est-ce que tu es végane? Je suis végane depuis l'âge de 15 ans, du coup depuis 9 années. Alors, comment est-ce que tu es devenue végane il y a 9 ans? Donc, t'avais quel âge? 15 ans, c'est ça? Oui, 15 ans. En fait, à mes 15 ans, c'était une période où j'ai un peu tout remis en question. C'est pas juste mon alimentation, mais ma consommation en général. Parce qu'en fait, je regardais beaucoup. Enfin, je pourrais pas dire qu'est-ce que je regardais sur YouTube, mais je regardais beaucoup un contenu, zéro déchet, minimaliste, une consommation où en fait, on arrête d'empoisonner la planète, on arrête de s'empoisonner nous-mêmes aussi. Du coup, je me suis beaucoup informée sur le végétalisme. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis lancée, en fait. Parce que pour moi, c'est la meilleure alimentation pour être le moins malade, en tout cas, et ne plus s'empoisonner, en tout cas. Et du coup, comment est-ce que tu définis? Là, tu as utilisé le mot végétalienne. Est-ce que tu es végétalienne, végane, afro-végane? Quel mot tu utilises pour parler de toi? Je dirais que, en fait, au quotidien, je me dis, par exemple, si je rencontre quelqu'un, je veux dire que je suis végétalienne. Mais s'il faut mettre des mots précis, en tout cas, la personne que je pense être, ou alors que je veux devenir, c'est être afro-végane, en tout cas. C'est quoi l'afro-véganisme pour toi? Pour moi, l'afro-véganisme, déjà le véganisme, c'est tout un mode de vie, c'est pas juste l'alimentation. Et ajouter la particule afro, c'est par rapport à ce qui vient de chez nous, quoi. Après, je sais qu'il y a aussi tout un côté politique par rapport à notre communauté, le mode de consommation, ne plus soutenir certaines personnes et aussi créer notre propre économie. Et alors du coup, c'est assez fascinant que que tu te sois intéressé à ces questions-là très jeune. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'adolescents de 15 ans qui s'intéressent à ça. Et est-ce que c'était quelque chose de nouveau dans ta famille? Et si oui, ça a été bien reçu? Alors pour ma famille, c'était nouveau, mais en fait, j'ai appris après être devenue végétalienne. En fait, mon père aussi, mon père, il a grandi en Guadeloupe. Disons qu'il était végétalien et à tendance où il mangeait parfois un peu de poisson, mais c'était vraiment rare. Mais c'était surtout pour des raisons économiques, c'était pas du tout des raisons de santé comme moi, par exemple. Et aussi, il y avait mon grand-père qui était végétalien et du coup, pour lui, c'était des raisons de santé.
Je pourrais pas dire quelle maladie il avait parce que je m'en rappelle pas, mais du coup, son médecin lui avait prescrit un régime alimentaire vegan, du coup. Ça, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'entends ça dans les podcasts des personnes qui, en fait, avaient d'autres personnes dans leur famille. Il y avait eu Lilika aussi, qui avait un père qui avait été végétalien au Cameroun. En fait, Mm, j'ai l'impression que c'est assez courant dans les communautés noires de recommander pour des questions de santé d'être végétalien. Et en même temps, enfin, il y a quand même toujours cette idée que le végétalisme et être noir, c'est incompatible. Ce qui est complètement en contradiction, en fait, avec beaucoup de témoignages. c'est ça. Et du coup, selon toi, pourquoi est-ce qu'on se met des barrières comme ça par rapport à la question du végétalisme? Ou est-ce qu'on s'en met déjà, selon toi? Bah, je pense qu'on se met des barrières parce que déjà, moi, personnellement, enfin, c'est que récemment, je dirais que je commence à manger vraiment des plats africains, des plats caribéens, parce que je pensais que c'était, parce que comme enfin, j'ai vis en France et j'ai grandi en France, moi, je pensais que c'était impossible en fait, ou alors qu'il fallait avoir beaucoup d'argent parce que, enfin, que c'était coûteux quoi, parce que c'est pas, enfin, on n'a pas de jardin. Enfin, moi, dans mon idée de consommer africain et caribéen, c'est avoir mon jardin, planter mes plantes, les consommer. Et du coup, moi personnellement, c'est comme ça que je me suis mise des barrières. Je me suis dit, ah bah c'est pas possible, tant pis quoi. Enfin, c'est une vision très caribéenne, en fait, du végétalisme, ce truc d'avoir un jardin et de cultiver tes... Oui, c'est ça. Et du coup, je l'ai eu par rapport à mes grands-parents parce qu'ils vivent totalement en autosuffisance du coup. Et moi, j'aimerais bien vivre comme ça aussi. C'est pour ça que j'ai que cette idée-là en tête du coup. Et du coup, le fait que tu sois végétalienne et toute cette démarche de réflexion que tu as particulièrement sur ta page Instagram par rapport à la caribéanité, c'est deux choses qui sont liées. Oui, je pense. En fait, je suis née en Guadeloupe et j'ai grandi en France. Et en fait, je sais pas, j'ai ce lien-là avec la Guadeloupe et la Martinique. Et comme je t'avais dit, en fait, j'ai vraiment cette impression-là d'avoir un manque en étant en France et qu'en fait, il y a un bout de moi en Guadeloupe et en Martinique parce que en fait du coup en étant en France en fait c'est ce que j'essaye de reproduire en fait comme si enfin je peux pas totalement reproduire le mode de vie que je souhaiterais avoir voilà mais je fais de mon mieux parce qu'en fait c'est vraiment un manque vital et pour être un minimum bien en fait j'essaye de le reproduire en étant en France. Question un peu subsidiaire du coup, parce que là t'as prononcé le mot vital et en fait ta perspective, moi, elle me fait beaucoup penser à l'italisme, hein, ou Mhm. l'italisme, ce qui est, en fait, c'est ça, hein, c'est vital, c'est qu'est-ce qui est le mode de vie qui fait du bien aux Noirs, en fait, c'est la question qui posent les Jamaïcains. Ça me paraît assez proche de ça, je sais pas ce que t'en penses, mais là quand tu parlais, moi j'ai entendu ça un peu. Bah en fait par rapport aux autres épisodes qui parlent d'italisme je me reconnais beaucoup. Parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est plus qu'un mode de vie, en fait, je crois que c'est même religieux, tout ça, mais comme, je m'y connais pas trop, enfin, je m'y connais pas trop, donc je pourrais pas me prononcer dessus, mais je me reconnais beaucoup, quand les personnes en parlent, en tout cas. Ouais, bah oui, je sens cette philosophie un peu derrière toi. Et, et du coup, quand on regarde ton compte Instagram en particulier, t'as un rapport qui est quand même très proche aux plantes et aux plantes caribéennes en particulier. Du coup, caribéenne et africaine même, parce que le nkui c'est une plante africaine, non? Oui, ça vient du Cameroun D'accord. Et et du peuple, Bamileke, plus précisément. d'accord. Et comment tu as découvert toutes ces plantes et tout ce savoir-faire en fait? Bah, je l'ai découvert par rapport, à mes parents, parce que mon père, comme il a grandi, en Guadeloupe, en étant au fin fond de la campagne, bah, du coup, c'est en voyageant en fait à toutes les grandes vacances, en allant là-bas, en fait, il nous apprend comment lui, il a vécu, enfin, il nous apprend toutes ses connaissances sur les plantes. On parle de bains de plantes. Enfin, même à chaque fois qu'on y retourne, on le fait automatiquement parce que j'ai beaucoup de retours. Enfin, du coup, quand j'en parle, il y a beaucoup de personnes qui me font des retours par rapport à ça. Et ils me disent ah c'est trop bien, ça me rappelle quand j'étais enfant, nanana. Et après moi je me dis mais c'est vraiment dommage, enfin de faire ça enfant, mais ne pas le continuer une fois adulte. Et du coup moi je pense que vraiment les plantes caribéennes c'est mon père qui m'a appris ça.
Et les plantes africaines, c'est ma maman parce que, enfin, sans mettre des mots, hein, parce que elle le fait parce que elle se considère comme africaine. Enfin, du coup, j'ai mon côté martiniquais de ma maman, et elle s'est toujours dit africaine. Elle voyage en Afrique, elle a une maison en Afrique, et toutes les plantes que je connais africaines, donc, en tout cas, c'est grâce à elle. Et c'est comme ça que t'as découvert le nkui, du coup, je suppose? Non, du coup, le cuit, je l'ai découvert en faisant mes recherches parce que, par rapport aux plantes caribéennes que je connaissais déjà, j'utilise beaucoup les mucilages. En fait, le mucilage, ce sont toutes les plantes que quand tu extrais leur gel, bah, c'est le gel que les plantes font en fait. Soit tu les mets dans l'eau, soit tu les râpes et en fait ça fait un mucilage. Bah, du coup, comme j'utilise principalement que ça pour mes cheveux et pour le soin du corps même. Donc, du coup, je voulais retrouver d'autres plantes plus accessibles, en tout cas, en étant en France. Et du coup, je suis tombée sur le cuit et, enfin, le cuit, je l'ai découvert il y a même pas un an, hein. Enfin, je l'ai l'année dernière, fin de l'année dernière. Ouais, bah moi j'en avais jamais entendu parler avant de voir ton travail en fait. Mm, Après j'ai fait quelques petites recherches et je m'étais dit ah oui donc c'est une très très longue histoire mais bon, comme d'habitude on connaît pas. Et c'est ça. mais c'est triste en fait, c'est tellement triste. C'est Et tu ça. parles aussi beaucoup de ton identité afro-indienne. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu intègres dans ce développement ou dans cette démarche de réflexion par rapport à la Caraïbe? Alors en fait, il y a beaucoup d'Indiens qui sont arrivés aux Antilles. Du coup, par conséquent, comme ils sont aux Antilles, bah, eux-mêmes sont caribéens et du coup, il y a eu des mélanges. Encore une fois, comme j'ai grandi en France, quand t'es noir, en fait, c'est noir, en fait. Il n'y a pas de oui, tu viens de là. Du coup, moi, j'ai manqué de beaucoup de représentation. Et en fait, la seule représentation, je dirais que j'ai eue, bah, c'est mes parents. Et après, au bout d'un moment, je dirais que tes parents, en fait, ça peut pas, enfin, c'est pas suffisant. T'as envie de rencontrer d'autres personnes qui te ressemblent et qui partagent les mêmes expériences où on peut échanger, etc. Du coup, là, en fait, j'ai eu beaucoup de crises identitaires par rapport à ça parce qu'en fait, aux Antilles, les gens qui sont mélangés indiens, on les nomme en Guadeloupe, on dit batas indiens, donc bâtard indien, et en Martinique, on dit chapékouli. Et en fait, ce sont des termes très, très, très. Enfin, moi, en tout cas, que même petite, ça me dérangeait. Parce que pour moi, c'est très, très péjoratif. Et les gens, en fait, c'est tellement rentré dans la langue, en fait, dans le quotidien, en fait, les gens, ils se rendent pas compte que c'est péjoratif. Donc là, c'est vrai que je communique beaucoup sur ça, sur mon Instagram. Enfin, même par rapport à mon père, lui, toute sa vie, on l'a appelé Bataz indien, mais il trouve ça normal. Et moi, j'essaie de lui expliquer ma perception, mais c'est pas toujours facile, quoi. C'est très normalisé, quoi. C'est ça. Du coup, j'essaye de parler de m'informer, d'un peu plus parler des Indiens, des Afro-Indiens. À part la Martinique et la Guadeloupe, en fait, je sais pas si le reste du monde connaît notre existence, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression que, enfin, j'en parlais justement avec une amie, en fait, elle était pas au courant. Non, bah ouais, très peu de gens sont au courant. Enfin, j'ai même enseigné les études caribéennes le trimestre dernier et on a fait la partie sur la trade des coulis et zéro pour les élèves, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. c'était nouveau, quoi. Tout était nouveau, c'était ah ouais. Et oui. Non, c'est dommage. Non, et oui, et oui. Donc du coup, quand on connaît pas quelque chose, en fait, on le dénigre très facilement. Ouais, ouais, non, mais totalement. Et est-ce que du coup, t'essayes de réintégrer, enfin peut-être des plantes indiennes ou des choses qui viennent d'Inde dans ta connaissance des plantes, ou est-ce que c'est pas d'actualité? Non, c'est pas encore d'actualité, mais je pense que je vais m'y pencher, hein. Parce que aussi, ce qui est particulier, après c'est vaste hein, ce que je dis, mais je parle par rapport à moi. Quand t'es afro-indien, déjà juste le terme afro-indien, en fait, je l'ai appris
récemment parce que je parlais avec quelqu'un de ça et en fait la personne a dit afro-indien et j'ai fait ah ouais mais c'est vrai je connaissais pas non non mais déjà rien que le fait d'être afro-indien en fait ça se voit enfin en tout cas quand t'es de la Martinique et de la Guadeloupe tu reconnais assez facilement les gens qui ont ce mélange là disons moi l'expérience que j'ai vécue en fait c'est enfin c'est un sentiment très étrange qui est difficile à décrire mais en fait enfin j'ai juste l'impression d'être une bête de foire en fait. Parce que les gens, quand ils me voient, ils savent pas me définir. Enfin, ils voient un point d'interrogation, en fait. Et c'est trop, 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 trop frustrant. Et si t'es pas aligné avec toi-même, bah t'as plein de crises identitaires, en fait, où tu sais pas qui tu es. Enfin, c'est compliqué. Et moi, c'est un peu ce qui me plaît dans ton compte Instagram, parce que je te suis beaucoup, je suis une très grande fan. Oh, merci. C'est vraiment un mouvement, je trouve, de complexification de ce que ça veut dire être caribéen, et en même temps, une simplification et en même temps quelque chose de très simple, en fait, parce que t'as une féminité très simple, tu utilises des produits qui, en fait, sont aussi assez simples, très peu transformés, et du coup, il y a un peu de complexifier la réflexion, simplifier le mode de vie. Enfin, moi, j'aime bien cette vibes. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer ce compte Instagram? Et quand est-ce que tu l'as commencé? Oula, alors moi j'ai pas du tout la notion du temps et je pense que ça doit faire peut-être 2 ans, je sais pas, ou un peu plus, que j'ai commencé ce compte. Et qu'est-ce qui m'a motivée? Bah, c'est le manque de représentation, en fait, parce que j'ai l'impression de me voir nulle part. Déjà, en tant qu'Afro-Indienne, je me vois nulle part, mais en tant que femme noire, caribéenne, qui vit en France, en banlieue, enfin, je me vois nulle part, en fait. Et même, comme tu l'as si bien dit, en fait, j'ai une féminité très simple. En fait, je vois très peu de personnes comme ça, hein. Enfin, souvent, enfin, encore plus quand t'es une femme, et encore plus quand t'es une femme noire, par rapport aux publicités, tout ça, les mentalités, en fait, tu consommes plus que n'importe qui, en fait. Et quand t'arrives comme ça et que tu dis non, moi je fais pas ça, 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 moi je fais juste ça, en fait, on peut vite te dire que t'es négligé, en fait. Ouais, complètement. Non, j'avais vraiment eu exactement le même problème. On dit les femmes noires consomment, je crois que c'est 4 fois plus de produits de beauté que les femmes blanches en moyenne, quelque chose comme ça. Waouh. On est vraiment poussé à la consommation sur ça. Bah après, c'est aussi lié, tu vois, à toutes les questions de racisme et tout. Faut toujours en faire plus. Mm. Et c'est pas nécessairement un problème pour les gens qui ont envie d'être dans ce mood-là, mais c'est vrai que dès que tu veux un type de féminité qui est un peu plus simple parce que c'est à ça que tu te reconnais, les seuls exemples que j'avais, c'était les minimalistes blanches, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais totalement, hein, parce que bah, c'est ce que je te disais avant, je regardais beaucoup YouTube, là maintenant, j'arrive plus à regarder des vidéos parce que ça me fatigue. Mais dès que tu cherches un thème, bah en fait tu vois aucun noir. Et c'est vrai que même par rapport à mon compte Instagram, j'aime bien du coup travailler par thème qui du coup m'intéresse et présenter des créateurs et des créatrices pour la plupart qui font des tout à la main et qui sont noirs et qui sont dans les mêmes valeurs que moi. Parce que oui, ils existent, c'est juste qu'on les montre pas en fait. C'est ça. Comment est-ce que comment est-ce que tu as trouvé ton esthétique? Parce que enfin, je trouve que tu as vraiment une esthétique qui est assez particulière où c'est très centré sur enfin selon ce que je vois hein, la famille caribéenne, Mm. la nature, t'es beaucoup dans les plantes, un truc un peu traditionnel, c'est pas le mot, mais quelque chose de je sais pas, très centré sur la Caraïbe. Oui, c'est vrai. Bah merci beaucoup. Bah déjà, bah je pense que déjà j'aime bien intégrer mes parents. Enfin pour moi c'est en fait c'est logique hein, parce que je pense que enfin c'est l'éducation qui fait tout, mais enfin moi c'est pour moi c'est logique d'intégrer mes parents puisque c'est eux qui m'ont appris tout ça. Et par rapport à la nature, bah en fait c'est mon univers, c'est moi, c'est Wendy. En fait déjà c'est le mode de vie que j'aimerais bien avoir puisque là en ce moment je suis pas du tout dans la nature. Donc en fait moi j'aime montrer ce côté-là en fait. Comment t'as transitionné d'un projet parce qu'en fait t'as commencé avec un projet qui était très esthétique et où tu parlais de choses qui t'intéressaient et maintenant tu vends des produits pour les cheveux. Comment t'es passé de ce compte Instagram un peu esthétique vers un projet un peu plus économique, même si tu restes dans l'artisanat vu que c'est important pour toi? Bah du coup
comme j'ai toujours été quelqu'un, je dirais intéressé par l'artisanat, qui est très manuel, qui aime faire, enfin j'ai depuis longtemps en fait, je fais toujours tout moi-même, toutes mes crèmes, tous mes masques, je fais toujours tout. Et on m'a souvent mis l'idée depuis que je suis petite, oh ce serait bien que tu vends tes produits. Du coup, je pense que c'est resté. Et aussi par rapport au QI, quand je l'ai découvert, en fait, j'écoutais déjà une femme qui sur YouTube qui parlait de son expérience en fait dans l'entrepreneuriat et qui en fait c'était par rapport aux coiffures où elle disait qu'en fait elle donnait des exemples de coiffures gratuitement et en fait ces coiffures là ça a été reproduit par des millions et des millions et des millions de personnes, bien sûr sans la taguer. Ouais. Et du coup, en fait, elle donnait comme conseil de, en fait, enfin, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre ce que tu partages, mais au moins la sécurité, enfin, mettre une sécurité, quoi. Pour moi, la sécurité, c'est l'économie, c'est construire son univers, et voilà, hein. Faire de son mieux, quoi. Ouais, c'est ça, parce que t'as un vrai univers autour de tout ce que tu fais et enfin c'est un peu lié à ce que tu disais, mais comment est-ce qu'on gère le pillage? Parce que enfin j'ai l'impression, particulièrement depuis que je suis sur Instagram, je vois ça un peu partout, je vois ça dans les commentaires partout. C'est comment on gère le pillage et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Bah, malheureusement, je pense qu'on peut, je pense qu'on peut rien faire pour le pillage parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te piquer une idée. Comment le gérer Après, je pense que quand quelqu'un voit un potentiel dans quelque chose, tu vois, il agit un peu dans. Il y a quelqu'un qui partageait ça récemment. Il disait, oui, les personnes un peu entre parenthèses, je vois, je veux, je prends, ils sont problématiques en fait, parce qu'ils le prennent sans prendre l'histoire qu'il y a derrière l'objet. C'est un peu comme, je sais pas si t'as vu passer, mais en ce moment, c'est par rapport au Cinobol. Je sais plus, là, il y a les gens, là, de base, ils vendent des glaces, et maintenant, ils vendent des granités, mais enfin, il y a plein de gens qui leur ont sauté dessus en disant oui, par rapport au Cinobol, aux Antilles, nanana, nanana. Enfin, en fait, on peut pas empêcher les gens de prendre les idées des autres, malheureusement. Mais je pense que le pire, et c'est ça enfin, comment dire, qui m'agace, disons, c'est que quand quelqu'un pille une idée, pille un concept, le pire, je dirais, c'est que les gens qui sont autour l'applaudissent. Ils lui disent, oh là là, mais c'est incroyable, oh, on n'a jamais vu ça nulle part, oh là là, t'es quelqu'un d'unique, je sais pas quoi. Moi, je trouve ça trop dommage. Ouais. Je trouve Bon, ça bah, horrible pour la personne, du coup, qui a pu créer. Je trouve que c'est complexe de définir. Oui, ça t'appartient, nanana. Moi, le cul, il m'appartient pas parce que ça fait des décennies que les gens ils font ça traditionnellement. Mais je dirais ce qui m'appartient, c'est mon histoire en fait, l'histoire de comment j'ai découvert et quelle histoire je raconte pour le présenter aux gens en fait. Mais je dis pas que c'est ma propriété et que personne peut en parler. mais c'est ça le problème en fait. Enfin là de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est beaucoup un problème de narration et de paradigme en fait, enfin ou l'inverse, je sais pas. Mais le pillage, c'est vraiment il y a vraiment un côté presque extractiviste derrière. C'est vraiment, je vais aller C'est ça. prendre une connaissance et puis il y a un espèce de truc tu vas aller creuser aussi loin que tu peux creuser ce que tu as volé, même si ça détruit des choses autour de toi. C'est très violent, on dirait vraiment un truc de forage de pétrole. Il y a, je sais pas, il y a un peu un truc comme ça. Et oui, la narration, au final, c'est que les gens vont faire comme si ça commençait avec eux et tout commençait avec eux. Exactement. Alors que, comme tu l'as dit, la plante, tu l'as pas créée, tu l'as pas inventée, elle vient du Cameroun, je suppose qu'elle a été utilisée là-bas. C'est ça. Et justement, par rapport aux créations, moi je vais toujours le répéter qu'en fait ça vient de là-bas et souvent les gens ils pensent que je suis camerounaise, mais moi je dis d'où ça vient en fait. Et souvent, en fait par exemple le cuit avant on n'entendait pas parler. Je dirais pas que j'aurais pas prétention de dire que c'est moi
qui les fait découvrir à d'autres gens, mais là maintenant, je vois des trucs un peu, je vois des gens qui peuvent, ah oui, au fait le QI, ah là là là, je me dis mais c'est bizarre, avant t'en parlais pas. Et tu vois, à aucun moment ils disent ah oui, je l'ai découvert par rapport à, tu vois, juste une parole, ça tue pas en fait. C'est ça. C'est vraiment dommage. Ouais, crédité. Du coup, par rapport à ce projet que tu as commencé autour des plantes et d'une QI, ce serait quoi une vision à long terme pour cet artisanat que tu as commencé? Si, je sais pas, si tu pouvais rêver de Wendy dans 10 ans, ça ressemblerait à quoi? Bah, le truc c'est que j'ai une relation particulière avec le business parce que en fait je me vois pas dans 10 ans je me vois dans un certain mode de vie, mais je me vois pas je sais pas, même par rapport au QI, peut-être que je vais toujours en vendre, mais je me vois pas je sais pas, parce que du coup j'ai fait le QI tu sais simple. Et il y a aussi l'autre le QI aussi que je j'infuse dans l'hibiscus. Est-ce que je vais peut-être l'infuser dans d'autres plantes, je sais pas. Parce que aussi on me demande de pouvoir venir en Guadeloupe et en Martinique pour pouvoir aussi que les autres puissent en profiter. Mais là comme ça en fait je me vois surtout dans mon mode de vie en fait. Je suis tellement pas traitée sur le business, franchement je sais pas du tout. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu le vois. C'est beaucoup de gens auraient répondu oui, dans 10 ans, mon business, il aura poussé de telle façon, il aura grandi comme ci et comme ça. Et C'est ça, mais en fait c'est pas mon but, hein. J'ai pas envie qu'on me connaisse dans le monde entier par rapport au mucilage. Parce que c'est comme je te disais, moi pour moi oui, je l'ai découvert. Oui, j'exploite l'écorce, mais elle m'appartient pas. Enfin, je vais pas. C'est comme tu parlais du pétrole. Je vais pas aller au Cameroun ou dans les autres pays d'Afrique pour piller tout le cuit et faire du gel à l'international. En fait, enfin, c'est pas le but. c'est intéressant parce qu'en fait, tu proposes un business model qui a rien à voir, si c'est même un business model. Ça intéresse plus à la C'est façon ça. dont tu as grandi que ton business a grandi et lui, il est juste inclus dans ton mode de vie plus largement. C'est ça, exactement. Et en plus, enfin tu dis ça, mais enfin je pense que je vais toujours rester sur cette écorce-là, mais enfin la vie elle est tellement pas du tout linéaire. Si ça se trouve, là on parle du QI là maintenant, mais si ça se trouve dans 3 ans on se retrouve et je suis en bord de route en train de vendre des noix de coco, tu vois. Un truc qui n'a rien à voir. Ok, pourquoi pas, hein. Non mais ou alors des Kenneth, j'en sais rien, mais Tellement bon. c'est ça. Ah, me dis pas ça. Faire je sais pas moi, enfin c'est tellement vaste, enfin je suis pas du tout dans un truc business plan, voilà. Je me connais pas du tout et ça m'intéresse pas. Et du coup, parce que là, on parle beaucoup de questions de soins, soins des cheveux, soins de la peau. Je pense que le végétalisme, tu m'as aussi dit que c'était par rapport à la santé pour toi. Oui, Euh, T'as commencé quand à t'intéresser à toutes ces questions de soins de soi? en fait, je dirais que j'ai toujours été là-dedans parce que c'est ma mère qui m'a inculqué ça, je pense. Parce que ma mère, c'est quelqu'un, bah c'est une femme. Donc j'ai l'impression que quand t'es une femme, t'es forcément prédestinée à t'intéresser à la beauté, aux soins, tout ça, mais du coup ma mère elle est dedans. Enfin, depuis que je la connais, logique. Et elle m'a toujours, même quand j'étais petite, elle m'emmenait, tu sais, dans les salons, tu sais, les salons santé, soins, beauté, tout ça, là, où il y a plein de stands. J'ai toujours eu ce rapport-là avec les soins. Et elle aussi, elle est pas, je dirais pas qu'elle est aussi extrême que moi par rapport aux produits bruts, tout ça, mais disons qu'elle avait cette partie-là et moi, je me suis faufilée dedans, quoi, parce que elle utilise pas que ça, mais c'est ce qu'elle m'a appris en tout cas. Enfin, et même par rapport à mon père, du coup, parce que lui, mon père, je dirais, après, je sais pas si c'est dans le prisme du soin, mais comme lui, en fait, il a grandi en Guadeloupe, enfin, il a ce lien avec la nature, en fait. Ça va au-delà du soin, en fait. La nature, c'est tout. C'est ce qu'il me disait la dernière fois. En fait, la nature, c'est ton médicament, c'est ta maison,
c'est ta nourriture, c'est absolument tout. Bah, justement, ça me fait penser à la cosmétique alimentaire, du coup. Parce que souvent, quand je présente des recettes par rapport aux plantes, etc., les gens me disent souvent que ça ressemble à des desserts. Enfin, je dis, ah oui, c'est vrai, c'est marrant, nan, mais du coup, j'ai appris le terme de cosmétique alimentaire grâce à Inès qui tient l'Institut Gillette-Lewatt. Parce que Gillette-Lewatt a breveté du coup ce terme cosmétique alimentaire où on utilise des aliments pour prendre soin de soi. Et du coup, moi, j'ai toujours pratiqué ça par rapport, grâce à mes parents, d'utiliser des aliments pour prendre soin de moi. Mais c'est vrai, je m'en rendais pas compte. Enfin, du coup, c'est difficile de se définir. C'est surtout les gens, en voyant ce que je fais, ils me donnent des termes spécifiques et en fait, ça correspond totalement. Parce que je sais pas si c'est caribéen ou quoi, mais ma grande sœur m'avait toujours dit ne mets rien sur ta peau que tu ne mettrais pas dans ta bouche. Ah bah c'est ça, exactement. Elle m'avait toujours dit ta peau et tes cheveux c'est une grande bouche, tu vois. Mm. Ça m'avait beaucoup marqué. Hein. Bah c'est totalement ça parce que, enfin, je le montre pas assez, je trouve. Mais par exemple, un simple jus de légumes, en fait, tu fais du jus de carotte, tu prends tes carottes, tu fais du jus avec et en fait, ça peut être un masque pour tes cheveux. Bah oui, en même temps, enfin, si on les mange pour avoir plus de vitamines ou ce genre de choses, pourquoi pas pour la peau, pourquoi pas pour les cheveux. Quand on y pense, c'est assez logique. Mm. Et ça m'intéresse beaucoup tout ce que tu dis sur ton père et sur la nature, parce que c'est un truc que j'essaye de convier un peu sur les questions d'afro-véganisme. Mm. Ça va vraiment au-delà de l'alimentation. C'est vraiment une question de redéfinir les rapports que t'as avec la nature et refuser, ouais, encore une fois, une espèce d'attitude extractiviste qu'on a par rapport à la nature et bah, colonisation, quoi. Mais Mm. c'est vers là que j'aimerais commencer à théoriser un peu plus. Ah bah, bon courage, hein. Je sais que tu vas réussir de toute façon. J'espère. Non mais même, tu vois, ça me fait penser, parce que moi je dis jardin, mais le jardin de ma grand-mère, c'est pas un jardin en fait, c'est une forêt en fait. Elle a un grand arbre, je sais plus le nom, mais en fait il produit des graines rouges et noires. Je sais pas si tu vois. Peut-être. Bah en fait je connais, enfin j'ai oublié son comment ça s'appelle. Et du coup cette graine là, elle fait, enfin, cet arbre, il fait ces graines-là, et avec ces graines, tu peux faire des bijoux. Parce qu'on parlait des plusieurs aspects que tu pouvais faire par rapport aux plantes, tout ça. Enfin, la nature, c'est pas juste. Oh là là. En fait, enfin, là, je vais dévier, mais la nature, elle me manque tellement. Enfin, quand je vois, j'habite juste en face d'un parc. Le parc, en fait, pour moi, c'est un parc inseptisé, en fait, où en fait les plantes, elles sont taillées au millimètre, c'est carré. Enfin, c'est pas ça la nature, en fait. Enfin, tu la laisses pas vivre. Enfin bref, j'ai dévié, mais avec cette graine-là, en fait, tu peux faire des bijoux, même les graines de Zanzibar, en fait, c'est des graines qui sont grises. Enfin, moi, je trouve ça tellement. En fait, enfin, ça va au-delà de l'alimentation. J'ai l'impression que tu peux tout faire avec la nature. Mais t'as pas dévié du tout, hein. Pour moi, on en peut plein cœur du sujet. Le jardin à la française, là, le jardin tout carré, le jardin à la Versailles. Mmh, Il apparaît avec la colonisation. Hein. C'est vraiment domestiquer la nature comme tout le reste, quoi. c'est ça. Et c'est vraiment ça. C'est on te laisse pas respirer. Il faut tout connaître. Il faut tout classifier. T'as même plus un rapport de créativité vraiment par rapport à la nature. C'est enfin bref. C'est terrible. Et dans tout ça, entre ton projet et le pillage et toutes les choses qui se passent, comment est-ce que Mmh. tu prends soin de toi, du coup? Alors, par rapport, tu sais, au pillage, à plein de mauvaises pensées là, plein de mauvaises énergies, bah moi en fait, après je comprends pourquoi il y a autant de personnes qui quittent les réseaux sociaux parce que au moins tu peux éteindre ton téléphone et c'est fini. Après, ça veut pas dire que ça s'arrête dans la vraie vie, mais je veux vraiment, même par rapport à ce que je partage, je veux vraiment inculquer le fait de prendre soin de soi au quotidien. Parce que souvent, les gens, quand on leur dit prendre soin de soi, bah
un jour dans la semaine, entre telle heure et telle heure, bah non. Du coup, par rapport à comment je prends soin de moi, en fait, c'est au quotidien. Par exemple, me lever tôt, voilà. Déjà boire de l'eau, c'est prendre soin de moi. Bien me nourrir, prendre la nourriture que je considère bon pour mon corps, c'est prendre soin de moi. Être en santé, faire du sport, bref, tout ça. Pas juste, oui, je fais un masque et voilà, ça va au-delà. Moi, j'aimerais bien agrandir ça au quotidien. Complètement d'accord. Et je trouve que un peu tout le mouvement self-care, il m'envoie ça dépend comment il est traité, mais des fois il m'envoie des vibes un peu anxiogènes parce que c'est pas tant, comme tu dis en fait, un vrai soin de soi, c'est quelque chose que tu fais vraiment tous les jours et c'est ralentir ton rythme il y a des formes de self-care des fois presque il y a des formes de self-care qui sont faites pour ralentir ton rythme et te sentir mieux, et il y a des formes de self-care qui, pour moi, sont plus des choses que tu fais un peu sur le pouce pour te permettre de tenir le coup dans un système de productivité. Mmh. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser au mode de vie en fait de mes grands-parents parce que eux, en fait, ils prennent soin d'eux, mais ce que tu disais, oui, prendre soin d'eux, tu parlais de la lenteur au ralenti, etc. Mais ça m'a fait penser souvent les gens par rapport aux préjugés aux Antillais, ils disent oui, on est lent, on est nanana, bref. Et du coup, ça m'a fait penser au mode de vie par rapport à mes grands-mères. Oui, tout est lent, mais en soi, est-ce que c'est mauvais? Enfin, même par rapport aux préjugés, hein, je dis pas que c'est vrai, mais en fait, là-bas, je trouve qu'on s'écoute plus, en fait, tout simplement. Ah non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Tous ces clichés sur les Africains, les Antillais, et des fois tu te dis, mais en fait, et quand bien même le cliché est vrai, est-ce que c'est pas une bonne chose, quoi? Oui, c'est vrai. Après, moi, je parle par rapport au quotidien, mais parce que souvent ils disent qu'on est lent, nanana, mais par rapport au travail, Oui. enfin, va dire ça à mon père, qui a deux travails, en fait, et qui se repose presque jamais, enfin, il va être erroné, en fait. Par rapport à la question du travail, c'est toujours par rapport au travail qu'on va critiquer les Noirs parce que les Noirs sont considérés comme des outils de travail, donc on veut qu'ils soient le plus productifs possible. Mmh. Mais par rapport au mode de vie, en fait, oui, peut-être que c'est pas de la lenteur, peut-être que c'est juste le rythme que tu devrais avoir si tu voulais t'écouter, en fait. Et oui aussi, c'est aussi une manière d'être condescendant par rapport aux Noirs et de faire comme si les gens n'avaient jamais travaillé au cours de l'histoire. Mais travail et vitesse sont un peu trop associés en Europe. C'est ça. Et c'est exactement, enfin, ça me fait penser, du coup, par rapport, à ce que moi j'essaye de viser parce que, comme je suis pas du tout dans le business, et en fait, je remets beaucoup en question par rapport au travail, tout ça. C'est le travail traditionnel, aller au bureau, ou même si tu es auto-entrepreneur, hein, parce que enfin vu que, enfin tu crées ton propre temps de travail. Moi, je considère que dès lors où tu es autosuffisant, pourquoi, enfin à quoi ça sert de travailler en soi? Oui. Bah oui, Tout centré sur le travail et faire du travail pour le travail un but. c'est ça. Parce que c'est super, enfin, je veux dire après quand tu crées ton entreprise et tout, après quand c'est fait par passion, je peux comprendre. Même par rapport au mucilage, c'est par passion. Je fais de rencontres incroyables, j'aide des personnes et ça c'est juste waouh. Mais en soi, un travail normal et une fois que t'es autosuffisant et que tu produis ce qui te nourrit, enfin pour tout. Et que même par rapport à l'entraide, en fait, enfin, quand t'as un jardin, en fait, tu produis pas que pour toi, tu produis ce que la nature te donne, et donc il y en aura forcément beaucoup plus. Donc tu partages. C'est marrant parce qu'en fait, on a parlé très peu de végétalisme, en même temps, j'ai l'impression qu'on parle que de ça. Tu sais, c'est tellement inclus dans un tout et dans un certain mode de vie. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommanderais à une personne
noirs qui commencent à s'intéresser un peu au même type de perspective que tu partages? Où commencer, où aller, que faire? Que faire? Je dirais s'informer, lire. Enfin, ça dépend de ton approche parce que y en a qui aiment bien se documenter avec des documentaires, des livres. Je crois que c'est ton cas. Et moi, on va découvrir. Après, moi, c'est pas du tout mon cas, mais peut-être YouTube, hein, si tu trouves de bonnes vidéos, les réseaux sociaux. Moi, du coup, comme je regarde pas du tout des documentaires, de livres, tout ça, je sais qu'il y a le compte Instagram d'AfroVieNews qui du coup réduit et qui te donne que l'essentiel. Et en fait, à chaque fois que tu lis ses posts, t'as juste tout tout ton cerveau qui explose parce qu'en fait, juste réveille-toi quoi. Parce qu'elle, elle donne vraiment des faits qui se passent là, maintenant, dans notre société. Il y a aussi, du coup, Alicia Makanja, qui est une chef afro-végane, qui est en fait dans l'apprentissage en fait. Donc, enfin pour la moindre question en fait, faut s'adresser à elle, hein. C'est elle la professionnelle, hein. Parce qu'elle même en nutrition, tout ça, par rapport aux personnes qui ont peur pour les carences, c'est elle qui s'y connaît. Donc, parce que du coup, elle propose aussi comment ça s'appelle? Enfin, des suivis alimentaires, quoi. D'accord. Donc, elle est dans l'apprentissage. Et voilà. Je crois qu'on avait parlé de l'Institut Gillette aussi que tu voulais recommander. Ah oui! Il y avait enfin, du coup, l'Institut Gillette-Lewatt, c'est ma seule exception, entre guillemets, parce que pas tous leurs produits ne sont véganes en fait. Par exemple, ils proposent en fait l'Institut Gillette-Lewatt, c'est un institut qui répare les cuirs chevelus, les cheveux afro et aussi caucasiens. Ils sont aussi spécialisés pour nos peaux et du coup, par rapport à la cure de réparation, ils proposent un bain de boue et des bains de légumes aussi pour les cheveux, mais ils sont pas véganes. Donc c'est la seule exception que je fais parce que toute la valeur toutes les valeurs qu'ils mettent dedans en fait, moi en fait ça me correspond. Même si du coup ils sont pas véganes, mais juste le fait de dire qu'en fait leur but c'est de révéler notre vraie nature de cheveux, révéler notre beauté et en fait montrer qu'en fait ton cheveu afro il est beau et qu'il peut être beau enfin une fois qu'il est réparé, il a pas besoin de produits en fait. Et c'est ça qu'elle montre. Donc moi je trouve que ça dépasse toutes mes espérances. Super beau projet. Et c'est à Paris, ça, non? Ils ont un Oui, institut. c'est ça, c'est à Paris. Donc c'est accessible quoi. Et même à distance, hein, donc faut juste faire un diagnostic avant parce que chaque protocole est personnalisé pour chaque personne, mais c'est accessible. Ok. Eh bien, je mettrai toutes ces recommandations en barre d'infos. Et pour finir, est-ce que tu souhaites partager avec les auditeuristes des moyens de te contacter? Instagram, c'est très bien. Instagram Femme-Lamou, que je mettrai C'est ça. en barre d'infos. Eh bien, merci beaucoup Wendy. Merci à toi. D'avoir accepté cette invitation et j'espère que cette conversation aura été inspirante pour les auditeuristes. Donc si vous avez aimé cette conversation, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, activer la petite cloche et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.